Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est donc la toute première vidéo booktube de cette année, j'espère que vous avez fait de bonnes lectures pour 2023 et j'espère aussi, en tout cas je vous le souhaite, de pouvoir faire de chouettes lectures pour cette année 2024. En attendant, comme le titre de la vidéo l'indique, vous allez avoir un top flop de cette année 2023. Cette vidéo sera donc accompagnée d'un article sur mon blog ou d'une news Tipeee ou d'une news Patreon. Prenez le site qui vous intéresse le plus. Et dans cet article, vous retrouverez bien sûr certains livres que je vais vous citer, dont je vais vous parler dans cette vidéo, mais pas que. Il y aura également des statistiques, il y aura d'autres tops, par exemple sur des personnages ou des antagonistes. Il y aura donc d'autres petites choses croustillantes, donc n'hésitez absolument pas à faire un tour du côté de la description sous cette vidéo. Et nous, on va commencer tout de suite cette vidéo avec le tout premier top de 2023, le top fiction. En troisième position, on va retrouver une nouvelle fois une héroïne que j'aime énormément, qui a accompagné mon adolescence et que je suis plus qu'enchantée de retrouver au fil des années depuis l'adaptation en film sur Netflix. Il s'agit évidemment d'Enola Holmes et nous sommes là sur le tome 8, Enola Holmes et l'élégante évasion, écrit par Nancy Springer et publié aux éditions Nathan. Enola Holmes, c'est une héroïne qui est perspicace, qui est sensible, qui est débrouillarde, qui est intelligente presque autant que son frère Sherlock Holmes. On est sur une jeune femme qui est sensible aux conditions des femmes, qui d'ailleurs nous alerte énormément sur la condition des femmes dans le Londres victorien. On a une héroïne qui résout moult mystères et enquêtes. On retrouve une vieille amie d'Enola, Lady Cecily Alistair, qu'on voit dans les tomes 2 et 4 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et cette jeune femme, il va falloir la sauver de son père qui l'a enfermée dans le manoir familial. Et là où Enola pensait faire une bonne action en aidant son ami va tout bonnement disparaître. Choisir de ficher le camp à travers Londres, mais le Londres victorien n'est pas forcément le pays des bisounours. Encore moins pour une femme et une femme de bonne famille. Donc Enola va devoir retrouver Lady Cecily Alistair et va devoir la retrouver avant son frère qui lui est mandaté par le père de la jeune fille en question. Une nouvelle fois, ce tome ne déroge pas à tout ce que je vous ai dit auparavant puisque on a les conditions des femmes, on a le Londres victorien, on a une enquête un peu cosy mystery quelque part je trouve. L'enquête en plus de ça est hyper bien ficelée, les thèmes abordés sont intéressants, la relation qui lie Enola et son frère Sherlock est absolument truculente, piquante à souhait et en même temps un petit peu attendrissante. Donc j'ai beaucoup aimé la chimie entre les personnages, j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, j'aime beaucoup la plume de Nancy Springer qui a beaucoup évolué depuis le tout premier tome d'Enola Holmes. On est sur un récit qui se lit très vite, hein, le roman est assez court, mais qui est prenant, percutant et vachement bien écrit. C'est, je pense, à ce jour, un de mes tomes préférés. On continue ce top avec une autre suite de saga. Il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 3, L'ombre du shogun, qui est écrit par Camille Monceau et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne vais pas faire le résumé du tome 3, ce serait gâcher le plaisir de lire les tomes 1 et 2. En revanche, je peux au moins vous parler des premiers tomes, ou du moins du tome 1. On suit les aventures du jeune Ichiro, qui est un orphelin recueilli par un samouraï, un ancien samouraï plutôt, et ils vivent reculés, loin du monde, sans trop se soucier des affaires d'État, jusqu'au jour où ce samouraï est rattrapé par son passé et forcé Ichiro à voyager à travers tout le Japon de l'ère Edo. Nous avons ici un récit qui est purement historique sur le Japon du XVIIe siècle où on aborde plusieurs choses, ça peut être le théâtre, les arts, la religion, la condition des femmes, on aborde aussi les samouraïs, la guerre, la politique. Voilà, il y a toute une myriade de thématiques qui sont très bien abordées. La plume de Camille Monceau est très belle puisque tout est absolument soigné, bien expliqué, bien maîtrisé. Le rythme est lent et contemplatif, mais il sait aussi quand il doit y avoir de l'action, quand il doit y avoir de la tension. On a des histoires d'amitié, de famille, de
pouvoir, de complot. Il y a plein de petites choses qui se mélangent, qui s'imbriquent et qui donnent des récits qui sont prenants, qui sont très bien écrits. J'ai de plus adoré la manière dont l'autrice a su mêler les éléments du premier tome et ceux du deuxième tome pour les réunir ici et en faire quelque chose de poussé, de complet, de dense, mais de passionnant à lire. Donc vraiment, ça a été un très gros coup de cœur pour cette année 2023. Ça y est, on y est, la toute première place de ce top fiction de l'année 2023 revient à une saga. J'ai beaucoup aimé le premier tome, mais j'avoue que le tome 2 a été exceptionnel et le tome 3 a été vraiment très cool à lire et je suis d'autant plus contente que c'est une série qui mérite vraiment sa place dans la littérature jeunesse et qui mérite aussi qu'on s'y intéresse tout court. Il s'agit du tome 2 et du tome 3 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et Sanoé, publié aux éditions L'École des loisirs. Les Mémoires de la forêt se passent dans le monde de Belle Écorce où les animaux sont doués de raison et de parole, confectionnent des petites choses avec leurs patounes et vivent un nombre incroyable de péripéties en tout genre, et c'est le cas d'Archibald Renard, libraire de profession, et qui se retrouve dans le tome 1 à devoir aider un certain Ferdinand Taupe à retrouver ses mémoires. Pour le tome 2, on est davantage sur l'automne et Archibald va devoir faire face à un énorme problème, à savoir que sa librairie vient d'être réquisitionnée par un certain Célestin Loup qui affirme avec documents à l'appui qu'il est en fait le réel propriétaire des lieux. Dans le tome 3, cette fois-ci, Archibald est accompagné de son neveu et vont devoir, à bord du train L'Étoile de Belle Écorce, aller tout droit vers le Grand Nord pour espérer retrouver les parents de Bartholomé, Pimprenel et Séraphin Renard, qui ont manifestement disparu. Que dire de cette excellente saga à part que c'est une pépite? Les thèmes sont certes très matures, profonds et pas toujours joyeux, néanmoins ils sont nécessaires et ils sont abordés avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'émotion. Belle Écorce est un monde très bien imaginé, hyper attachant, les personnages sont adorables, j'adore les jeux de mots, j'adore les petites trouvailles de l'auteur pour donner des noms, que ce soit aux personnages, que ce soit aux lieux. J'aime beaucoup cet esprit, cette atmosphère très cosy, très cocooning, réconfortante et lumineuse qui vient contrebalancer les thèmes qui sont parfois très matures, très sombres, mais qui sont toujours abordés avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de tendresse aussi. Les histoires sont certes simples, mais elles ont des allures de cosy mystery, de petits polars jeunesse qui font du bien, qui sont en plus de ça bien maîtrisés. J'aime beaucoup le rythme qui mêle action, révélation, avec quelque chose d'assez contemplatif. On ne s'ennuie jamais. Il faut dire aussi que ça reste de la littérature jeunesse, donc c'est écrit et ça se lit très rapidement, mais ça fait un bien fou. En plus de ça, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'émotions aussi dans ces récits. En plus de ça, pour ne rien gâcher, la cerise sur le gâteau, les romans sont illustrés et sont super bien illustrés par Sanoé. On va pas se cacher, j'aime beaucoup l'ambiance, les couleurs, j'aime beaucoup le design des personnages. Bref, tout fonctionne parfaitement bien ensemble, c'est une excellente saga. Je suis plus que ravie d'avoir pu lire ces 2 tomes pendant l'année 2023. J'ai hâte de mettre la patoune sur le dernier tome. Et puis que dire de plus, à part lisez-les, tout simplement. On va trouver un livre que je ne peux pas vous présenter physiquement puisque je l'ai emprunté à la médiathèque. Il s'agit de Fabuleux Mythes Vikings, qui est un documentaire qui parle à la fois des Vikings, forcément comme son nom l'indique, mais aussi de toute la mythologie nordique. Ce documentaire permet de revenir sur les tout premiers instants en termes de cosmogonie, comment les mythes nordiques pensent la création du monde, de l'univers, donc l'arbre-monde Yggdrasil par exemple, et on suit comme ça de manière à peu près chronologique les différents éléments en passant par quelques histoires et aventures de nos dieux préférés comme Loki, Odin ou encore Thor, et on arrive petit à petit
au Ragnarok, qui est la fin des temps, la fin du monde selon les mythes nordiques. Et à travers ces différentes phases chronologiques, on a des pages qui nous montrent davantage des dieux ou des déesses avec des attributs, avec quelques petites histoires, anecdotes, des éléments importants à connaître sur telle ou telle déesse ou telle figure mythologique. On a également des cartes, on a également des pages explicatives de telle ou telle façon de fonctionner, l'écriture, la religion, la société viking, comment elle s'organisait, tout ce qui est mythe par rapport au Valhalla, aux Valkyries. Donc j'ai trouvé que l'ouvrage était vraiment bien fichu en termes de maquette, que les illustrations étaient très jolies. C'est pas un style graphique qui de prime abord m'intéresse ou me percute totalement, mais j'ai trouvé que le mélange texte-image fonctionnait très bien et qu'en plus de ça les illustrations leur donnaient un petit côté un peu divin, un côté un peu intemporel et hors du temps. Donc je trouvais que l'ensemble fonctionnait très bien et en plus de ça c'est hyper bien expliqué. Donc voilà. Si vous avez envie d'avoir des bases en mythologie nordique ou si vous êtes passionné de mythologie nordique et vous cherchez un ouvrage fait pour la jeunesse, les enfants adolescents, n'hésitez donc pas à faire un tour du côté de ce documentaire. En deuxième position pour ce top non-fiction, on va retrouver Fantasy et Moyen-Âge aux éditions ActuSF et c'est un ouvrage qui a été sous la direction de Victor Bataillon et Anne Besson. C'est un ouvrage que j'ai pu avoir grâce à un financement participatif sur Ulule et je suis très heureuse de l'avoir entre les mains parce que je trouve qu'il est vraiment chouette et très intéressant. En gros, ce livre, il est parfait, c'est une référence en la matière si vous aimez la fantaisie et l'époque médiévale, si vous êtes curieux aussi de découvrir le sujet, ou si vous cherchez tout simplement quelques références à lire. Ici, on va donc vous parler de Game of Thrones, on va vous parler du Seigneur des Anneaux, on va vous parler de Torgal, on va vous parler du mythe arthurien, on va également vous parler de chevaliers, de vikings, de mercenaires, de l'assassin royal, du sorceleur. On va parler également de tout ce qui est femmes de pouvoir, château fort, Japon féodal. Bref, les thématiques sont variées, elles sont abordées sur plusieurs pages par des spécialistes sur ces questions. C'est écrit petit, donc c'est dense et c'est vraiment ultra complet, mais on sait qu'on a affaire à des gens qui s'y connaissent sur les sujets et en plus de ça, les illustrations sont variées entre couvertures de livres, gravures, estampes, peintures, illustrations en tout genre, même images de films. Donc on vous parle d'à peu près tout, on vous parle de bande dessinée, de romans, de films, de séries. Bref, je vais pas m'apesantir sur le sujet, c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien écrit, la maquette est super chouette, on a beaucoup d'informations, c'est pour moi un ouvrage de référence sur le sujet et je suis contente de l'avoir lu d'une part, d'autre part de pouvoir y revenir à loisir pour feuilleter quand je cherche quelque chose de précis. Je sais que je peux regarder là-dedans et peut-être trouver tout simplement des références bibliographiques, des choses en plus à lire pour parfaire les connaissances sur un sujet en particulier. Dernier livre du top non-fiction, l'ultime livre de ce top, la première place du podium qui revient à un ouvrage que j'ai adoré du début à la fin, que je recommande à 3000%. Il s'agit d'Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse de la lecture à l'écriture, écrit par Clémentine Beauvais, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Une fois de plus, on est sur un ouvrage de référence parce que vous allez avoir moult informations à digérer sur comment lire la littérature jeunesse et adolescente et comment en écrire. Et en plus de ça, Clémentine Beauvais a préparé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on va de la lecture à l'écriture, en passant également par comment planifier un projet, comment le penser, comment l'aborder, l'améliorer, comment l'écrire, donc la motivation, comment faire attention au rythme, à l'intrigue, au personnage. Mais il y a tout le travail, une fois le premier jet fait, le travail de réécriture, de correction, le travail aussi de présentation de manuscrits à des maisons d'édition. On a également tout le métier, toutes les réalités que compose le métier d'auteur. Un ouvrage de référence sur le sujet, puisque ça aborde à la fois les albums pour bébés, les albums jeunesse, les romans juniors, tout ce qui va être la poésie,
pour la littérature jeunesse, les romans ados, les romans limite young adulte. Et pour terminer, c'est quand même Clémentine Beauvais qui l'a écrit. Clémentine Beauvais, non seulement c'est une grande autrice jeunesse et ado, mais elle est également enseignante-chercheuse pour tout ce qui concerne la littérature jeunesse. Donc vous pouvez grandement l'acheter, l'emprunter, le lire, le feuilleter, l'annoter, ce qui est actuellement mon cas, parce que clairement vous avez une mine incommensurable de détails, de petites choses qui vont vous aider à réfléchir sur votre pratique en tant que lecteur, mais aussi en tant que créateur. Donc je suis épatée par tout ce qu'il y a en, j'allais dire si peu de pages parce qu'il a l'air d'être petit et de se lire vite, mais en fait il fait quand même plus de 400 pages, donc vraiment c'est un livre qui vaut le détour, qui mérite. Si vous voulez absolument écrire de la littérature jeunesse, si vous pensez un jour vouloir écrire de la littérature jeunesse, c'est le livre qu'il faut impérativement avoir dans votre bibliothèque. J'enchaîne avec le titre qui est en 3e position pour ce top graphique. Il s'agit d'une bande dessinée jeunesse. La voici, la voilà. C'est le premier tome d'Arcana de Serena Blasco aux éditions Dracou. Dans cette bande dessinée jeunesse, on est sur deux sœurs, l'une qui vit sur l'île de Bâton, l'autre sur l'île d'Épée, qui ont 15 ans, qui ont du coup une histoire et des tempéraments très différents. Ces deux sœurs qui ignorent qu'elles sont jumelles vont se retrouver au Coven du Tarot sur l'île d'Arcana afin d'intégrer les brigades des arcanes majeures et d'en devenir une sans doute. Et c'est là que tout prend une direction qu'elles n'avaient pas imaginée, c'est qu'elles se retrouvent au cœur d'une prophétie, empêtrées dans des problèmes liés à des espèces de créatures un peu cauchemardesques et farfelues. On ne sait pas encore trop ce que c'est, ni qui ou quoi les envoie. Donc pour l'instant on est sur un premier tome comme je vous l'ai dit, et donc beaucoup de choses se mettent en place, il n'y a pas à dire, c'est un univers qui est hyper fouillé, qui est hyper intéressant, qui a été très bien minutieusement préparé par la créatrice. On n'a pas toutes les informations, mais l'autrice se permet de jouer un petit peu avec nos nerfs, en abordant certaines choses, en gardant secrètes d'autres, et surtout, quand je vous dis qu'elle a pensé son univers dans les moindres détails, on a comme ça une histoire qui est dense avec beaucoup de textes, mais c'est toujours juste, c'est ni trop ni pas assez, on a des belles planches qui sont très colorées, l'intrigue suit son cours, mais après des tournants, des moments clés, des révélations clés, l'autrice nous propose des planches presque de repos, presque d'interludes, sur lesquelles en fait elle nous présente davantage d'éléments sur l'univers qu'elle a concocté. Donc ici on a la présentation des différentes arcanes, mais ça peut être un plan, ça peut être des informations en plus sur l'art de divination, les souveraines des différentes îles. On a également des plans, on peut avoir des informations sur les cours suivis par les élèves pour devenir arcane. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui ne sont pas forcément expliqués dans le récit, parce que le récit se doit d'être un récit, mais j'aime beaucoup l'idée que ce travail soit pas perdu. En plus de ça, le visuel est absolument incroyable parce que les planches sont traditionnelles, elles sont faites à la main et ça donne des planches très expressives avec des couleurs très chouettes à voir. C'est un régal de s'être plongée dans ce premier tome pour qui j'ai eu un giga coup de foudre parce qu'à la base je l'avais emprunté à la médiathèque et j'ai pas pu résister. Une fois terminé, je me suis précipitée pour l'acheter. C'est vous dire à quel point j'ai passé un excellent moment avec ce premier tome et il me tarde vraiment de pouvoir mettre la main sur le tome 2 et puis le tome 3, forcément. Je continue ce marathon, ce rush de livres marquants de l'année 2023 avec le livre qui arrive à la 2e position dans ce top graphique. Il s'agit de Peau d'homme d'Hubert et Zanzime. Et que dire de plus à part que c'est une bande dessinée absolument exceptionnelle. On est sur l'histoire de Bianca qui
ne comprend pas tellement son monde, elle semble être un peu à côté de ses pompes. On est dans un monde qui est un peu renaissance italienne, qui a des allures de renaissance italienne, et elle se retrouve fiancée à un homme qu'elle n'a jamais vu. Elle doit se marier bientôt avec, mais elle aimerait comprendre cet homme, savoir qui il est, et pour cela, sa tante va l'aider en lui donnant une peau d'homme qui se transmet de génération en génération. C'est une peau que Bianca va enfiler et va lui permettre de devenir Lorenzo et d'approcher du coup son fiancé. J'ai donc beaucoup aimé la construction du récit, j'ai beaucoup aimé le scénario qui aborde des thématiques qui sont absolument intéressantes et qui sont nécessaires. Cette bande dessinée est réussie sur le thème du rythme, des petits détails du chapitre 1 ou 2 qui vont se révéler au fil des chapitres plus marquants, plus conséquents, voire même un enjeu crucial. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux que j'ai trouvé attachants, que j'ai trouvé percutants. J'ai beaucoup aimé les jeux de relations, les jeux entre politique, religion, société. J'ai beaucoup aimé les dessins aussi, les planches sont très belles, je trouve, simples et efficaces. Je trouvais que sur le fond et la forme, tout se coïncidait, tout matchait à merveille et donnait un récit qui peut-être n'est pas ultra développé, aurait peut-être pu être plus conséquent, plus poussé sur certains sujets, certains détails. Je trouve à mon sens que il y a un bel équilibre. Il y a un bel équilibre entre le fond et la forme, il y a un bel équilibre dans toutes les thématiques exploitées, que ce soit la condition des femmes, la politique, la religion, la société, la famille, l'amour, la sexualité. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent à merveille, qui s'ajustent, qui gagnent en puissance ou qui justement inquiètent, qui rassurent. C'est très élégant. En fait, j'ai trouvé la bande dessinée élégante et juste, percutante. Bref, ça a été un gros coup de cœur et j'ai hâte de pouvoir un jour tomber dessus, que ce soit neuf ou d'occasion, et pouvoir me l'acheter. Et première position pour ce top graphique, la série marquante de cette année 2023 côté graphique, vraiment le coup de cœur ultime. On est sur une suite de séries et on est sur un de mes mangas coup de cœur. Il s'agit des carnets de l'apothicaire et notamment des tomes 5 et ici le 6e. On est sur un storyboard d'Itsuki Nanao, au dessin il y a Neko Kurage et c'est publié aux éditions Kiun. Les carnets de l'apothicaire, ça raconte l'histoire de Mao Mao qui vit dans son petit quartier tranquille avec son père apothicaire jusqu'au jour où elle est enlevée et emmenée, traînée dans la cour impériale et se retrouve à devoir gérer des choses qu'elle aurait préféré ne jamais gérer, à savoir tout ce qui est complot, trahison, affaire de poison, de meurtre. Et pour ne rien arranger, c'est un haut fonctionnaire prénommé Jinchi qui la repère et qui va se servir d'elle, qui va lui demander de mettre son nez absolument partout et de résoudre le plus d'enquêtes possible. On est sur un manga que je surkiffe absolument parce que je trouve l'univers passionnant, je trouve les enquêtes vraiment bien menées et j'ai cette impression, même au bout de 6 tomes, que si l'histoire, le fil rouge ne semble pas être dévoilé complètement, j'ai l'impression que toutes ces petites choses sont comme des points qui vont être plus ou moins reliés et qui gravitent autour de Jinchi, autour de l'empereur, autour des concubines, autour de Mao Mao. Donc j'ai l'impression que ça trace un espèce de cercle, j'ai l'impression d'avoir le fil rouge sans l'avoir réellement, et c'est très plaisant parce que ça fait fonctionner l'imaginaire à 4000%, à se poser des millions et des millions de questions dont on n'a pas forcément les réponses à ce moment-là, mais je trouve que le rythme est très agréable, les histoires sont prenantes, les personnages sont hyper attachants, la relation qui unit Mao Mao à Jinchi est parfaite, est absolument génialissime, c'est drôle, c'est piquant, les illustrations sont en plus de ça absolument magnifiques, les planches sont soignées, détaillées, les personnages sont hyper expressifs, les designs permettent de les reconnaître
avec une facilité déconcertante, et même à la manière de parler, on serait capable de reconnaître les personnages au niveau des répliques. J'ai donc un immense coup de cœur pour cette saga depuis le premier tome, et je suis toujours ravie de pouvoir lire chaque tome. Je sais même à l'avance que je vais passer un bon moment parce que je sais que j'adore l'héroïne, j'adore les personnages, j'adore l'ambiance, j'adore les histoires qui sont contées, j'aime beaucoup les petites révélations qui sont données ça et là. Et alors, le final du tome 6 est absolument magique et exceptionnel. C'est un cliffhanger absolu et je suis absolument contente de savoir que j'ai le tome 7 dans ma pile à lire parce que, très concrètement, vu le final du tome 6, on ne peut pas le lire sans avoir le 7 à portée de main, auquel cas c'est un calvaire. Dans la série des livres que je n'ai pas aimé, il y a la trilogie d'Anne Robillard, Le Retour de l'Oiseau de Tonnerre, qui est paru aux éditions Michel Lafon. En gros, c'est la répétitivité qui m'a fini par me lasser complètement de la saga. On est sur un univers très ésotérique où un personnage revit ses vies antérieures, mais c'est très répétitif, c'est-à-dire qu'un chapitre c'est une vie antérieure, un chapitre sur le présent, un chapitre sur une vie antérieure, un chapitre sur le temps présent, et on s'appesantit pas plus que ça sur pourquoi on revient sur ses vies antérieures, qu'est-ce que ça explique. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste non plus, donc il n'y a pas de tension, je trouve, au récit. Et puis en plus de ça, le côté ésotérique a fini par me perdre, par me, voilà, tourner un peu en rond. Par conséquent, j'ai bien aimé le tome 1, j'ai commencé à déchanter sur le tome 2 et j'ai complètement abandonné le tome 3. Autre livre que j'ai abandonné, il s'agit du terrible Seigneur des Ténèbres, le premier tome d'ailleurs de Diana Wynne-Jones aux éditions Inis. J'ai complètement abandonné parce que le résumé vendait du rêve, vendait quelque chose un peu camelotien je trouve dans le délire. On avait un homme d'affaires qui dirige un monde de fantaisie et il organise des circuits touristiques. Chaque année, un habitant est choisi pour être le nouveau Seigneur des Ténèbres et il doit, avec son village ou sa ville, construire tout un parcours du génie du mal, avec transformer des habitants en zombies ou transformer une chaumière en terrible château maléfique. Bref, il y a tout un cahier des charges à respecter pour que les visiteurs, les touristes puissent passer un très bon moment. Et encore une fois, c'est une question de construction de récit. J'ai trouvé que ça mettait trop de temps à se lancer, à se mettre en place, c'était pas toujours très intéressant, c'était très long. Beaucoup d'éléments en fait qui se sont ajoutés, succédés en fait les uns aux autres, comme un espèce d'immense patchwork mais qui a mal pris me concernant. Donc ma foi je l'ai abandonné, arrivé entre la moitié et les trois quarts. Parmi les livres que j'ai lus mais que je n'ai pas aimé, on a La Duperie de Guenièvre, qui est le premier tome de L'Ascension de Camelot, je crois, qui est de Kirsten White et qui était aux éditions de Saxus, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et donc là, pareil, on est sur quelque chose où j'ai... La réécriture arthurienne était hyper intéressante, mais le résultat est très mou du genou, très mollasson. Je comprenais pas le côté contemplatif qui était plus mélancolique, mais un mélancolique poisseux, mollasson qui... Ouais, en fait le roman a décollé qu'aux 100 dernières pages et c'est beaucoup trop peu sur un livre aussi important en termes de pages. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui étiraient en longueur et pourtant, je vous l'ai dit, la réécriture arthurienne était très intéressante et en plus de ça, il y avait la magie était très intéressante, elle était bien fichue mais pas assez exploitée, pas assez expliquée également. Et puis j'ai pas tellement compris l'aspect romance, amitié entre les personnages. On nous parle de complot, on nous parle de choses un peu poisseuses, de trahison et tout. Et j'ai eu du mal à voir où, comment. En fait il me manquait de la tension aussi, un peu de muscle dans le récit. Donc j'ai fini par lire le reste en diagonale et j'ai pas passé un bon moment du tout. Maintenant, on va laisser le flop de côté. Au revoir petit nuage tout gris.
On va parler des lectures qui m'intéressent pour l'année 2024, que j'ai absolument hâte de voir sortir, de les choper jour 1, de les ramener dans ma pile à lire, et probablement que le jour 2, ils seront déjà en train d'être lus. Dans les sorties 2024 qui m'intéressent le plus, on va retrouver le second tome des 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Moi, je suis impatiente de savoir comment l'autrice va terminer son histoire, puisqu'il s'agit d'une duologie, donc techniquement, on a la fin avec ce tome 2. Autre dernier tome qui m'intéresse, et pas des moindres, puisqu'il s'agit, malheureusement, mais il fallait bien une fin, me direz-vous, du tome 4 des Mémoires de la forêt, de Michael Brun-Arnaud et de Sanoé aux éditions L'École des loisirs. Après l'été du tome 1, l'automne du tome 2, l'hiver du tome 3, je suppose que ce nouveau tome va s'intéresser au printemps et apparemment ce serait la saison des adieux, le titre provisoire, je ne sais pas si ça sera toujours le cas au moment de sa sortie. Ça annonce du lourd, ça annonce beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, beaucoup de retrouvailles, certainement de départs aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que va nous concocter l'auteur et comment Sanoé va l'illustrer. Et j'ai hâte aussi de voir un peu l'ambiance de la couverture. Parmi les sorties de 2024 que j'attends avec beaucoup d'impatience, une qui m'a beaucoup surprise parce que je ne m'attendais pas à avoir une suite aussi tôt. Il s'agit du 3e tome de la maison Chapelier de Tamzin Merchant aux éditions Gallimard Jeunesse. L'histoire de la maison Chapelier, c'est un Londres du XVIIe ou XVIIIe siècle qui est parsemé de maisons familiales où chacune de ces familles règne sur un artisanat spécifique. La chapellerie, ça peut être la cordonnerie, ça peut être l'horlogerie, bref, vous avez compris un peu l'idée. Et Cordélia Chapelier est l'héritière de la famille Chapelier, donc confection de petits chapeaux en tout genre, où selon les composants mis dans le chapeau, ça va donner des propriétés diverses et variées. Le père de la petite Cordélia disparaît au cours d'une de ses expéditions et depuis, Cordélia cherche désespérément à le retrouver. Unique graphique de cette sélection pour 2024, je suppose, j'espère que d'autres séries sortiront pour 2024, mais en tout cas, j'ai méga envie. C'est-à-dire que j'attendais cette sortie depuis longtemps. Je sais d'ores et déjà que certains me diront mais tu n'as toujours pas lu le tome 2, donc pourquoi aller chercher le tome 3? Tout simplement parce que je sais d'ores et déjà que je vais kiffer le tome 2 et que forcément j'achèterai le tome 3. Je parle de Lightfall de Tim Probert aux éditions Gallimard bande dessinée qui va sortir manifestement avril-mai 2024. Dans cette histoire, on va suivre Béa qui cherche à travers monts et parvaux à retrouver son grand-père cochon sorcier qui a disparu alors qu'elle allait cueillir quelques ingrédients pour des potions, des mixtures que son grand-père avait besoin. Elle va retourner dans leur petite chaumière et voir que le grand-père a disparu. Et en route, elle va croiser le chemin de Cal, qui est un guerrier, un aventurier aguerri, qui redouble aussi d'une bonne grosse dose d'insouciance. Et pour le coup, les deux, entre l'anxiété de Béa et le côté très chill, très cool de Cal, vont parfaitement se coller et se mélanger pour donner des tas de péripéties absolument rocambolesques avec une atmosphère très cosy, très douce, des chouettes planches, d'un beau dessin, de belles histoires, de belles rencontres aussi avec des personnages variés qui font plaisir à rencontrer. Bref, c'est une belle aventure. Ce premier tome m'avait énormément séduite. Ça avait été un giga coup de cœur à la première lecture. Je suis impatiente déjà de le relire, d'enchaîner avec le tome 2. Et bah écoutez, ça me fera moins loin pour attendre le tome 3. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je le rappelle parce que ça doit faire certainement un peu longtemps maintenant que la vidéo a commencé, qu'il y a un article qui vous remettra un petit peu tous ces titres, mais également d'autres éléments, d'autres tops, d'autres statistiques diverses et variées à vous mettre sous la dent si vous avez envie d'avoir un bilan un peu plus étoffé de mon année livresque. Et si cet article vous intéresse, sachez qu'il est disponible en regardant dans la description sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, sachez qu'il y a toute une batterie de petites choses histoire de faire votre Charlotte au chocolat personnelle. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager,
vous pouvez la commenter en mettant par exemple si vous avez aimé ces livres ou pas, si certains vous les découvrez pour la première fois avec cette vidéo, si vous les avez lus ou non, s'ils sont dans votre pile à lire, dans votre wishlist. Bref, vous savez que tout ça est forcément intéressant. Vous aurez peut-être même d'autres recommandations par rapport à des auteurs dont j'ai cité les titres ici, peut-être d'autres recos à faire par rapport à vos propres coups de cœur de l'année 2023. Quant à moi, je vous laisse ici en vous souhaitant une bonne journée, une bonne semaine, de belles découvertes de papier. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!